Les 5 jeunes femmes attendaient que dans la poussière, tête baissée, comme du bétail à une vente aux enchères, attendant d'être marquées au fer par le choix d'un homme. Silas Cain n'était pas venu à Redemption pour trouver une épouse. Il était venu pour un simple sac de sel et 30 cartouches, une course rapide après 3 mois d'un silence austère dans les montagnes. Ce silence était sa pénitence, une forteresse qu'il avait érigée autour de l'écho vide de son âme, et le bruit de cette ville était bien la dernière chose qu'il désirait. Il vit la masse transpirante du shérif Bodine faire craquer sa chaise en bois, telle une grosse araignée au centre de sa toile poussiéreuse. Les habitants observaient, avec une sorte de curiosité morne, leurs visages impassibles sous le soleil cuisant. Ce spectacle sordide, semblait-il, était leur sermon du dimanche. Mais lorsque son regard se posa sur la 6e femme, celle qui se tenait à l'écart des autres, la plus âgée, celle que le shérif Hillard appelait la « vieille carne apache », il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas du désespoir qu'il y avait dans ses yeux, c'était du feu. Le feu froid et fixe d'une âme qui avait traversé 100 enfers et qui était prête à en traverser 100 de plus. C'était une reine vêtue de haillons et de dignité, son visage une carte routière des saisons difficiles, chaque ride d'une histoire qu'il ressentit soudain un besoin désespéré de lire. En la regardant, il revit les fantômes de ceux qu'il n'avait pas su protéger, l'accusation silencieuse qu'il portait depuis des années, depuis cette crête herbeuse sous un ciel différent, un ciel rouge sang. Le choix facile aurait été de prendre l'une des plus jeunes, celle qui avait la peur dans les yeux, et de repartir pour gagner les faveurs du shérif. Il pouvait être de retour dans sa forteresse de silence avant la tombée de la nuit, son sel et ses munitions en poche. Mais le bon choix, celui qui hurlait du plus profond de son être, était de prendre la défense de cette femme. Un choix qui ferait sans aucun doute de lui un ennemi de cette ville, mais qui pourrait bien sauver ce qui restait de sa propre âme. « Eh bien, Cain !» gronda la voix de Bodine, épaisse et grasse comme de la viande avariée. « Ne me dites pas que la montagne vous a rendu aveugle en plus d'être muet. Une récompense pour votre bon travail dans la traque des frères Miller. Choisissez celle que vous voulez, c'est gratuit. » Il fit un geste dédaigneux vers la rangée de jeunes femmes qui tressaillirent sous son attention. Les bottes de Silas ne firent aucun bruit sur la terre battue alors qu'il s'avançait. Le monde sembla se rétrécir, le bruit de la ville s'estompant, jusqu'à ce qu'il n'entende plus que les battements frénétiques de son propre cœur. Il passa devant les jeunes femmes, leurs regards mêlés d'espoir et de terreur, leur avenir suspendu aux caprices d'un étranger. Il ne les regarda pas. Il ne le pouvait pas. Son attention était entièrement captivée, attirée par une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'arrêta à une distance respectueuse de la femme apache. Ses yeux, sombres et profonds comme un lac de montagne, rencontrèrent les siens. Il n'y avait aucune supplique en eux, seulement un calme ancien et troublant. Il y vit une force qu'il pensait disparue de ce monde. Il se tourna vers le shérif, sa voix calme mais portant à travers la place soudainement silencieuse comme un coup de fouet. « Je la prends. » Le rire de Bodine mourut dans sa gorge dans un gargouillement humide. Le sourire suffisant sur son visage se figea en un masque d'incrédulité, puis se durcit lentement en quelque chose de laid et de froid. Le silence qui tomba sur la ville était plus lourd que la chaleur de midi, un silence empli de dizaines de respirations brusquement coupées, la question muette suspendue dans l'air comme un nœud coulant. Silas sentit le poids de chaque regard se poser sur lui, une pression physique. Il n'avait pas seulement choisi une femme, il venait de jeter une pierre dans un nid de frelons, et maintenant, il pouvait entendre le bourdonnement. Les yeux du shérif se plissèrent en 2 fentes noires, et, à cet instant, Silas Cain sut que sa simple course était terminée. Quelque chose de bien plus dangereux venait de commencer. Ils arrivèrent 3 jours plus tard, 5 cavaliers se déplaçant dans la chaleur chatoyante comme des fantômes s'élevant de la terre cuite. Silas les vit bien avant de pouvoir entendre le grincement du cuir des selles. Assis sur le porche de sa cabane isolée, il nettoyait une carabine, ses mouvements lents et délibérés. Yiska était à l'intérieur, une présence silencieuse qu'il avait fini par accepter comme faisant partie du paysage de sa pénitence. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si audacieux, à venir jusqu'au cœur de son isolement. Il regarda le cavalier de tête, un adjoint pansu à l'air méchant, descendre de cheval et s'avancer d'un pas arrogant, un morceau de papier à la main. Ce n'était pas un groupe de lyncheurs, c'était quelque chose de plus froid, quelque chose qui portait le masque de la loi. L'adjoint s'arrêta à 3 mètres du porche, gardant une distance de sécurité. « Silas Cain » annonça-t-il, sa voix portant la fausse bravade d'un homme soutenu par le nombre. « Le shérif Bodine a émis un mandat. Cette femme apache est la propriété légale de la ville de Redemption. Vous êtes accusé de vol.
Il tendit le papier comme si c'était un bouclier. Silas ne bougea pas. Il continua de passer méthodiquement la baguette de nettoyage dans le canon de sa carabine, son silence plus troublant que n'importe quelle menace. Il avait affronté des hommes mieux armés et moins sensés. Il connaissait l'odeur de la peur et elle émanait de l'adjoint par vagues. Il regarda par-delà l'homme, scrutant les visages des autres. Ce n'étaient pas que des gamins, des mercenaires aux yeux vides, essayant de se donner des airs durs. Finalement, il posa la carabine, se leva et s'avança jusqu'au bord du porche. Il ne prit pas le papier, il hocha simplement la tête. « Vous avez délivré votre avis ?»« Adjoint, » dit Silas d'une voix grave. « Maintenant, fichez le camp de ma terre avant d'effrayer mes pièges. » Le calme inattendu de sa réponse déstabilisa l'adjoint. Ils étaient même venus chercher la bagarre, une raison de dégainer. Silas ne leur avait donné que son mépris silencieux. Après un moment de tension, l'adjoint cracha dans la poussière, froissa la vie et le jeta par terre. Ils remontèrent à cheval et s'éloignèrent, laissant le papier s'enrouler sur lui-même dans la chaleur étouffante. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil saignait à l'horizon, Silas vit Yiska se diriger vers la lisière de la clairière. Elle ramassa l'un de ses vieux pièges à renard, celui dont le ressort était faible et qu'il devait réparer depuis un mois. Avec une compétence tranquille qui le stupéfia, elle sortit un petit morceau de tendon d'une pochette à sa ceinture et commença à retendre le ressort avec expertise, ses doigts forts et sûrs. Elle ne le regarda pas, mais il comprit le geste. C'était une reconnaissance silencieuse. Il avait gagné la première bataille, non pas avec son arme, mais avec son intelligence. Et elle l'avait vu. Il avait agi. Elle agissait maintenant à son tour. C'était le début d'un langage sans mots, une monnaie de respect payée en actes, pas en pièces. Il sentit vaciller en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 10 ans, un lien. Mais il sentait aussi le poids froid du papier froissé sur sa table. C'était un combat qu'il ne pourrait pas gagner avec des pièges et du silence. Bodine avait utilisé la loi comme une laisse et elle se resserrait autour de son cou. Le lendemain matin, elle vint à lui alors qu'il vérifiait ses collets. Elle portait une peau de bison lourde et enroulée. « Tu dois voir, » dit-elle, sa voix calme mais empreinte d'une autorité ancienne. Elle le conduisit non pas vers la ville, mais à l'opposé, plus profondément dans les canyons qui étaient en sa maison. Le voyage fut long et silencieux, un pèlerinage. Elle se déplaçait dans le paysage aride avec une grâce naturelle qui démentait son âge. Finalement, elle s'arrêta dans une alcôve cachée, un lieu secret où le vent chuchotait à travers un cèdre solitaire et noueux. Elle déroula la peau. C'était un conte d'hiver, une histoire pictographique de son peuple, chaque symbole étant le récit d'une année, d'une saison, d'une vie. Un chef-d'œuvre de mémoire, le registre sacré d'une nation. Elle pointa un doigt assuré vers une série de symboles. Un campement d'hommes blancs, un traité signé, une rivière de bisons. « Cette terre n'a qu'à été donnée à mon peuple, » dit-elle, sa voix résonnant du poids des générations. « Par un traité, scellé par votre gouvernement. » Elle montra ensuite un autre ensemble de symboles qui glacèrent le sang de Silas, des silhouettes de soldats, de la fumée s'élevant des tipis. Le soleil peint d'un rouge sombre et sanglant. L'année du massacre. Le massacre de Bodine. Et là, parmi les symboles, il en reconnut un qui lui fit l'effet d'un coup de poignard. Un officier de cavalerie avec une cicatrice distinctive sur la joue, celle que Silas avait vu Bodine essayer de cacher sous son col. Le monde entier bascula sous ses pieds. Ce n'était pas une cruauté gratuite, c'était un génocide délibéré, calculé pour effacer les témoins d'un crime, pour voler tout un territoire. Yiska n'était pas seulement une vieille femme, elle était le dernier témoin vivant de ce crime. Et la vallée cachée promise à son peuple, un sanctuaire indiqué sur le conte d'hiver, c'était le butin que Bodine convoitait toujours. Il n'était plus son protecteur, il était son partenaire. C'était sa chance de rédemption, le seul combat juste qui pourrait enfin faire taire les fantômes de son âme. Il savait maintenant que le papier sur sa table n'était pas seulement un mandat, c'était une déclaration de guerre pour l'âme de cette terre. Leur partenariat fut forgé dans le feu de cette révélation, mais le temps leur était compté. 2 semaines plus tard, alors qu'ils cartographiaient un sentier caché à partir du conte d'hiver, le piège se referma. Les hommes de Bodine arrivèrent à l'aube, non pas avec un mandat, mais avec les fusils flamboyants. Ils n'étaient pas là pour arrêter, ils étaient là pour effacer. Silas se battit avec une fureur froide et calculée, ses talents cachés de tacticien revenant à la vie. Il parvint à les retenir, donnant à Yiska le temps de fuir vers les hauteurs rocheuses. Mais ils étaient trop nombreux. Il la vit trébucher, les vit l'encercler. Dans le chaos, alors qu'il l'emmenait, il vit son mouvement discret et délibéré.
Sa main alla à sa ceinture et un petit objet tomba au sol, presque invisible contre la roche rouge. C'était une petite sculpture de corbeau, attachée avec un nœud spécifique de fil bleu. Ce n'était pas un hasard. C'était un message, un jalon sur une piste de désespoir, laissé par une experte pour un autre. Bodin avait son butin. Un cavalier lançait déjà son cheval au galop, se dirigeant vers l'est, vers Fort Grant, avec un rapport falsifié d'insurrection. Le monde voyait maintenant Silas Kane non plus comme un trappeur, mais comme un renégat, traqué par la cavalerie même qu'il avait autrefois servi. Tout était perdu. Il était de nouveau seul, le silence des montagnes devenu un cri d'échec. Tout ce qui lui restait était une minuscule sculpture de corbeau, une lueur d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. La sculpture de corbeau pesait lourd dans la main de Silas, une encre froide dans un océan d'échecs. Il suivit les marques que Yiska avait laissées, chacune un témoignage de son esprit inflexible, chacune une épine dans son propre flanc. La piste le mena à un point de vue dominant rédemption, et il vit la vérité de sa situation exposée à nu. Le bureau du shérif était une forteresse d'adobe et de fer, un endroit qu'il ne pouvait pas forcer seul. Pendant des années, il avait cru que son isolement silencieux était une forme d'honneur, une pénitence pour le jour où il était resté sans rien faire. Il regarda ses mains calleuses, des mains qui avaient pisté, piégé et combattu, mais qui n'avaient jamais tendu la main pour forger une alliance. Il le vit alors, avec une clarté qui fut comme un coup physique. Son silence n'était pas de l'honneur. C'était la forme la plus profonde de la lâcheté. Le véritable honneur n'était pas de se cacher du monde avec sa honte, c'était d'affronter le monde pour réparer une injustice, et cela, un homme ne pouvait pas le faire seul. Il n'alla pas au saloon chercher des pistoleros. Il se rendit à la laverie délabrée à la lisière de la ville, où les autres femmes sous contrat peinaient sous un soleil impitoyable. Il vit dans leurs yeux la même peur qu'il avait vue sur la place de la ville, mais sous cette peur, il vit maintenant poindre autre chose, du ressentiment. Il s'approcha de la plus âgée d'entre elles, une femme nommée Sarah, dont le visage était une carte de difficulté. Il ne proposa pas un sauvetage, il n'en avait pas à offrir. Il mit carte sur table, sa voix basse mais claire, dépouillée de son silence habituel. Il leur parla de la terre volée, du traité et du compte d'hiver. Il ne leur promit pas la sécurité, il leur promit quelque chose de bien plus précieux. « Je ne peux pas vous promettre un lendemain, » dit-il, son regard rencontrant le leur à tour de rôle. « Mais je peux vous promettre la justice. Bodin possède vos contrats, mais le peuple de Yiska possède cette terre. Aidez-moi et vous ne serez pas des servantes sur cette terre. Vous en serez les fondatrices. » C'était la petite graine d'une promesse, une chose qu'elle ne s'était pas autorisée à imaginer depuis des années. Il vit la lueur d'espoir s'allumer, et dans les yeux fatigués et sages de Sarah, il la vit s'embraser. Cette nuit-là, pour la première fois en 10 ans, Silas Kane n'était pas seul. Il avait un plan, et il avait une armée. La diversion fut un chaos né du désespoir. Un incendie allumé dans la vieille écurie envoya des panaches de fumée noire et épaisse dans le ciel du crépuscule. Tandis que Bodin et ses hommes couraient vers le brasier, Silas et Sarah se glissèrent dans les ruelles, se déplaçant comme des ombres dans la pénombre grandissante. La serrure de la porte de la prison vola en éclats d'un seul coup de pied net et économique. Yiska était à l'intérieur, assise sur le lit de camp, le visage calme et serein, comme si elle l'avait attendu. Il lui tendit le compte d'hiver, que Sarah avait récupéré dans le bureau de Bodin. « Il est temps, » dit Yiska, sa voix le calme au cœur de la tempête. Ils ne s'enfuirent pas. Ils marchèrent directement au centre de la place de la ville en plein chaos, juste au moment où le tonnerre des sabots annonçait l'arrivée de la cavalerie. Un jeune capitaine au regard clair chevauchait en tête de la colonne, son uniforme bleu contrastant vivement avec la poussière et le chaos de rédemption. « Silas Kane, » déclara le capitaine, sa voix résonnant d'autorité. « Vous êtes en état d'arrestation pour trahison et incitation à une insurrection apache. »« Il n'y a pas d'insurrection, capitaine, » dit Silas d'une voix ferme. Il ne porta pas la main à son arme. Il resta sur ses positions. « Il n'y a qu'un crime. » Il s'écarta, révélant Yiska. Elle leva la peau de bison, ses symboles anciens et saisissants à la lueur du feu. « Ceci est un traité des États-Unis, capitaine, » dit Yiska, sa voix portant le poids de ses ancêtres. « Et celui-ci » Elle pointa un doigt vers le shérif Bodin, furieux et bredouillant. « Et l'homme qui l'a rompu dans le sang. » Le capitaine mit pied à terre, les yeux fixés sur le compte d'hiver. Silas vit le changement sur son visage, l'horreur naissante d'un homme de loi réalisant qu'il avait été envoyé pour défendre un mensonge.
Bodhin, voyant le vent tourner, vit son monde de corruption et de cupidité s'effondrer. Il dégaina son pistolet, un acte sauvage et désespéré. Un seul coup de feu retentit sur la place, mais il ne venait pas du shérif. C'était Sarah, debout dans l'ombre avec une vieille carabine de chasse, sa visée stable et précise. Bodhin s'effondra au sol, une dernière expression de choc sur le visage. La justice, semblait-il, n'était pas toujours rendue par un homme. Dans les mois qui suivirent, le monde changea. La cavalerie, honorant le traité que Yiska avait préservé, reconnut officiellement les droits de son peuple. La ville de Redemption ne mourut pas, elle renaquit. Les contrats de servitude furent brûlés dans un grand feu de joie au centre de la place. La terre fut partagée, non par le pouvoir, mais par le besoin. Silas, Yiska, Sarah et les autres travaillèrent côte à côte, leurs sueurs et leurs espoirs arrosant la terre sèche et craquelée. Les fondations de nouvelles maisons furent posées, bâties non sur le vol, mais sur un partenariat forgé dans le feu et la défiance. Un soir frais, alors que les premières étoiles piquetaient le ciel de velours, Silas se tenait sur le porche de la petite cabane qu'il avait construite de ses propres mains. Il n'était pas seul. À l'intérieur, près de la lueur chaude du feu, il regardait Yiska. Elle était assise par terre, le grand conte d'hiver étalé devant elle. Agenouillée à ses côtés se trouvait la jeune fille de Sarah, son petit doigt traçant les symboles anciens, tandis que la voix calme et patiente de Yiska en expliquait la signification, transmettant l'histoire de son peuple. L'héritage n'était pas seulement préservé, il était planté dans une nouvelle terre. Silas Cain regarda ce nouveau monde, ce sanctuaire bâti sur les cendres de son passé, et pour la première fois depuis son enfance, son âme ressentit le soulagement profond et tranquille de la paix. Il était enfin chez lui.